Bonjour à tous. Est-ce que vous êtes chaud cet après-midi? Bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Charlie Wiener. Euh, voilà. Si vous me connaissez pas, c'est normal. C'est la dernière année où je suis pas connu. Hein. Je suis ce qu'on appelle donc une vedette ultra locale. Donc voilà. Donc mes enfants sont au courant, mais ma femme a encore un petit peu des doutes. Voilà. Alors pour être tout à fait transparent avec vous, c'est un peu la thématique de mon rapport d'étonnement. Charlie Wiener n'est pas mon vrai nom. Mon vrai nom c'est Charles de Saint-Rémy. Et pour être tout à fait transparent, mon vrai nom complet, c'est Charles de Suriret de Saint-Rémy. Donc j'ai deux particules. Souvent, les gens se disent, ah, il a deux particules, il doit avoir deux châteaux. J'ai pas deux châteaux, non. J'ai un emprunt. Voilà. Et donc, effectivement, moi, je suis aujourd'hui anthropologue et humoriste. Et j'ai passé beaucoup de temps, avant de changer de vie, en entreprise. Avant, j'étais consultant dans le consulting. Voilà, donc, vous savez, je conseillais aux gens de faire des choses que j'avais jamais faites, mais que j'aurais faites si j'avais été conseillé par moi-même en anglais. Voilà. Donc j'avais tout à fait une bonne situation, enfin, sur LinkedIn. Ça, LinkedIn, c'est comme Instagram, c'est mieux que la vraie vie. Il n'y a pas de chômeurs sur LinkedIn. Il n'y a que des cadres dynamiques en recherche active de nouveaux challenges. Voilà, donc j'avais une bonne situation, mais comme moi, ma qualité, c'est que je me décide vite, et mon défaut, c'est que je ne prends pas les bonnes décisions, ça m'a permis d'évoluer plutôt latéralement dans l'entreprise, enfin jusqu'à la sortie. Et une fois que j'étais dehors, j'ai eu envie de revenir en entreprise, mais pour raconter l'entreprise. Parce que c'est passionnant, le monde de l'entreprise. Ces rituels, ces codes, pour décoder l'entreprise. Parce que je suis un gros décodeur. Et donc, pour décoder cette entreprise, j'ai créé mon propre data lab, qui s'appelle le Wiener Data Lab, qui est un laboratoire de données qui est basé sur un algorithme qui est centré sur mon feeling. Voilà, du coup, ça génère des datas qui arrangent mes propos. Et donc, j'en ai quelques-unes que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Ah oui, j'ai une petite musique. Hospitalier, on la joint, on la soutient. Team Hospitalier, on la rejoint ou on la soutient. Oui, merci. C'était le petit jingle, effectivement. J'avais oublié de notre après-midi d'hier, dont je vais vous parler tout à l'heure, tout de suite. Alors oui, mais quelques datas que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Est-ce que vous saviez que 77% des gens qui signent bien cordialement ne sont pas plus cordiaux que la moyenne? 84% des gens qui parlent sur mute auraient mieux fait de se taire. Et j'en ai encore une, on est d'accord, hein? J'en ai encore une. 64% des gens commencent et finissent leur existence accompagnés par des hospitaliers. Il serait bon quand même de le rappeler. Et donc c'est justement pour étudier ce monde hospitalier que je ne connaissais pas, enfin je le connais, j'ai mon expérience personnelle que je vais vous partager, que j'ai effectivement été embauché par la FHF. Alors on a discuté j'ai demandé un temps un peu long, parce que pour faire une vraie étude anthropologique, il faut 2 ans. Donc on m'a dit non, il faut être accélère, donc tu vas prendre 2 semaines. J'ai dit d'accord, parce que autant j'aime bien la négociation, mais j'aime pas les rapports de force. Donc j'ai tout de suite dit d'accord. Et donc, je vais vous présenter mon anthropologie express, un peu, de type hospitalier. Hein. Donc, cette opération qui consiste à mettre en avant les 200 métiers du monde hospitalier. Alors, juste quelques points méthodologiques. Je sais qu'on est entouré de scientifiques. Déjà, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de team hospitalier? Je vais quand même rappeler qu'il y a d'un côté, ceci est un slide de consultant. C'est un diagramme de Venn. Donc ici, vous avez les hospitaliers, team hospitalier. Ils sont au nombre d'1,2 million. Ils sont 200 métiers. Puis ici, vous avez les supporters team hospitalier. Donc, au nombre de 65, qui font tous les métiers. Et il y en a même certains qui ne travaillent pas encore ou qui ne travaillent plus. Et donc, vous tous, vous êtes a priori par ici. Voilà. Alors, l'objectif de cette étude anthropologique est lequel? Analyser cette communauté d'hospitaliers en collectant les irritants de leur vie d'hospitalier afin de les aider à mieux les vivre et ainsi créer de la valeur pour les parties prenantes. Alors, je suis passionné des irritants de la vie en entreprise. C'est passionnant parce que c'est ce qui nous rend vivants, ce qui nous gratte. Et donc, j'ai créé ma propre pyramide d'irritants, à l'image de la pyramide de Maslow, où j'ai classé les irritants par couche. Alors, on a les irritants pratiques dans le monde hospitalier. Typiquement, le port longue durée de mes crocs peut-il me déformer le pied? Donc, un irritant classique chez les soignants. Des irritants comportementaux aussi. Pourquoi est-ce que ce patient soigne une 8e fois?
un irritant classique. Enfin, irritant existentiel, suis-je un gestionnaire de flux, hein? Et des irritants beaucoup plus vitaux, vais-je avoir le temps de manger aujourd'hui? Voilà. Un petit mot encore sur ma méthodologie, sur les protocoles d'observation. J'ai pu avoir 14 entretiens semi-directifs avec les hospitaliers. J'ai pu profiter de 3 jours d'observation participative sur ce salon. J'ai fait un peu d'analyse morpho-psychologique sur un certain nombre de photos que j'ai collectées aussi sur le salon. Enfin, j'ai fait un peu d'errance numérique sur les réseaux sociaux, dont je vais vous partager un peu mes insights. Et j'ai exploré moi-même mon expérience avec le monde hospitalier. Enfin, dernier point sur la méthodologie, mes outils, mon feeling, des schémas de consultants, le Winner Data Lab et des insights subjectifs. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Je commençais par un schéma de consultant. Alors, je me suis demandé d'abord, c'est quoi un hospitalier? Quelles sont ses qualités principales pour être un bon hospitalier? Il y en a 3. Il y a l'empathie, qui est indispensable. Il y a la rigueur, qui est indispensable aussi. Et il y a l'esprit d'équipe. Il faut les 3 pour être un bon hospitalier. Si vous manque une des 3, vous ne pouvez pas être un bon hospitalier. Par exemple, si vous avez l'esprit d'équipe, vous avez l'empathie et il vous manque la rigueur, il vaut mieux aller au Club Med. Il vaut mieux être un géo. Ça marche très bien. Alors, si vous avez de l'empathie, si vous avez de la rigueur, si vous manque l'esprit d'équipe, c'est-à-dire que vous ne pensez pas à la communauté dans son ensemble, il vaut mieux être un bon avocat fiscaliste, n'est-ce pas? Et puis, si vous avez la rigueur, vous avez l'esprit d'équipe, par contre, voilà, l'empathie, c'est pas votre truc, c'est-à-dire que vous avez une capacité vraiment à gérer vos émotions très fortes et à ne rien montrer, le GIGN ouvre ses portes à vous. Voilà. Donc, on y voit un petit peu plus clair sur quelles sont les qualités maintenant de l'hospitalier. Alors, j'ai fait un peu d'exploration de moi-même, pour savoir finalement quel était mon rapport, moi, personnellement, avec le monde hospitalier. Et je me suis dit, on va se faire un petit schéma. J'ai fait un petit schéma où je me suis dit que ce serait intéressant de comparer notre dépendance au monde hospitalier avec la conscience de notre dépendance au monde hospitalier. Parce que cette conscience de notre dépendance, c'est notre supportariat, notre capacité à soutenir, à aimer, à porter le monde hospitalier. Donc je me suis dit, on va faire un schéma sur mon espérance de vie, qui est de 80 ans à peu près, je me suis mis dans la moyenne. Et je suis né en 1971, vous l'avez compris, donc j'étais extrêmement dépendant à ma naissance du monde hospitalier. Je suis né dans le 15e, dans un hôpital public. Et j'étais absolument pas conscient, évidemment, sauf dans probablement mon inconscient, de ma dépendance au monde hospitalier. Alors, si on se projette sur ma fin de vie, qui sera donc en 1951, évidemment, je vais mourir à l'hôpital et, sitôt mort, je ne serai absolument pas conscient de ma dépendance du monde hospitalier. Donc, en fait, on se rend compte qu'entre le début et la fin de vie, il y a déjà un malentendu. On ne se rend pas compte de tout ce qu'on doit au monde hospitalier, hein, n'est-ce pas? On est d'accord? Alors, moi, personnellement, j'ai eu une petite opération du genou. Ça a été mon premier contact au monde hospitalier qui n'était absolument pas vital. Donc, je sentais que j'étais dépendant. Et bon, l'essentiel, c'était que je me remette à jouer au foot. Je me souviens d'une seule chose de mon opération. C'est quand j'ai demandé à l'anesthésiste, ça va durer longtemps, et qui m'a répondu, c'est déjà fini, monsieur. Voilà, c'est mon unique souvenir. Plus tard, j'ai eu une petite frayeur avec ma fille Marion. Je vais vous la montrer pour créer un peu d'empathie avec le public. C'est ma fille Marion. Voilà, j'ai une petite frayeur avec Marion. Elle sait pas, elle m'a pas signé les droits. Lorsqu'elle est partie à l'hôpital, elle s'est fracassée la tête en faisant du vélo. Et donc, ça a été un contact avec l'hôpital important. Je suis parti avec le SAMU jusqu'au CHU de Tours. Et donc, à ce moment-là, je peux vous dire que ma conscience de ma dépendance au monde hospitalier est montée très, très haut. Très, très haut. Et je me souviens d'une anecdote intéressante. Dans le SAMU, moi-même, j'étais en train de pincer la joue de ma fille pour ne pas qu'elle s'endorme, pour ne pas qu'elle meure, tout simplement. Donc, j'étais un peu dans un état un peu de lévitation. Et il y avait à côté de moi 2 hospitaliers qui eux-mêmes étaient en train de remplir un protocole. Donc, ils débattaient sur un formulaire. En fait, moi, je ne savais plus où j'étais. Eux étaient dans leur quotidien, tout simplement. Voilà. Et je voudrais... Alors, il y a mon père qui est parti à l'hôpital lors du Covid. Là, je me suis senti tout à fait dépendant du monde hospitalier, mais un petit peu moins quand même que pour ma fille, parce que j'aime beaucoup mon père, c'est un bon gars, hein, c'est vraiment un bon élément. Et ma dépendance, elle est quand même redescendue un peu moins vite, parce qu'il y a eu le Covid quand même, on a tous été un petit peu sensibles. Mais globalement, c'est retombé. Et ce qui a vraiment changé ma vie, c'est l'année dernière, quand j'ai eu une tumeur, ambiance, une tumeur à la cuisse, et pendant 3 semaines, je ne savais pas si cette tumeur était dangereuse ou pas, et si elle était bénigne ou pas. Et durant ces 3 semaines, je dirais que ma vision du monde hospitalier a totalement changé.
C'est-à-dire que le jour où j'ai appris, je suis parti pour faire une IRM de dos, on m'a dit, bah non, il y a un truc à la cuisse. À partir de ce moment-là, je dirais que vraiment c'est-à-dire que je suis rentré à la maison dans le métro, croyant que j'allais mourir, donc sachant que c'était pas sûr, mais quand c'est pas sûr, on y croit un petit peu quand même. Et je voyais les gens dans le métro et je les voyais plus du tout comme à l'aller. C'est-à-dire que quand je voyais une personne âgée, par exemple, pour moi, c'était quelqu'un qui avait réussi à ne pas mourir depuis un certain... Pour moi, c'était les winners. Et quand je voyais un jeune, je lui dis, toi, mon petit jeune, tu as encore un peu de route à tenir. Ça a redéfini complètement ma vision de l'existence. Voilà. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que depuis, je suis team hospitalier à bloc. Voilà. Merci. Et je crois, pour terminer, et pour en avoir discuté avec nos hospitaliers hier, que c'est tout simplement la conscience de la mort qui va nous rapprocher assez naturellement des hospitaliers. Alors, je vais vous faire un petit débrief de mes entretiens semi-directifs que j'ai eus avec mes hospitaliers. Donc, vous les voyez ici, ils sont tous en photo. Hein, voilà. Ils sont tous, c'est vraiment une belle équipe. Donc là, on a du cadre de santé, on a de l'aide-soignante, de l'infirmière, on a des IPA, les infirmiers en pratique avancée. On a aussi le psychiatre, on a une gymnaste, mais qui est également infirmière. Voilà, donc, et puis, on a des directeurs d'hôpitaux qui sont ici, team hospitalier, des petits nouveaux qui arrivent pour diriger les hôpitaux. Alors, ce qu'on a dit, c'est ce qui était important, ça paraît une banalité, mais ça me semble important de le répéter. On ne soigne jamais seul. Quand on est dans un hôpital, on est dans des équipes. Rachid Alamar du CHU de Nice. Alors, dans les équipes, en fait, il y a des gens qui sont plus ou moins visibles à l'hôpital. Hein. Donc, Rachida a beaucoup témoigné à propos des invisibles. Les invisibles, on les appelle quand ça ne va pas. Donc, les invisibles, c'est tous les gens qu'on ne voit pas trop. Il y en a beaucoup, finalement, dans les invisibles. Par exemple, elle m'a cité cet exemple. Quand on a un ouvrier professionnel qualifié qui achemine les bilans sanguins urgents, la glacière à la main et le sourire aux lèvres, lui, c'est un pur invisible. On lui dit jamais bonjour. Voilà, sachez-le. Il y a plein de gens à qui on ne dit pas bonjour dans les couloirs de l'hôpital. Donc, c'était important de parler de ce degré d'invisibilité qu'il y a selon les métiers. Alors, justement, pour leur donner un peu de visibilité, ceci est l'équipe biomédicale. Ce sont les gens au CHU de Nice qui réparent tout le matos. C'est les MacGyver du matos médical. Je n'ai pas le chiffre exact, c'est autour des 22 000 équipements à maintenir. D'accord ? Donc, c'est des gens qui sont extrêmement occupés. Je peux en témoigner, car quand j'étais au téléphone avec Rachida, on a essayé de les joindre pour avoir des chiffres, de la data. J'aime beaucoup la data. Et ils étaient tout le temps en ligne. Et ils sont tellement occupés que quand on leur demande de faire une photo de groupe, il y en a quand même un qui est toujours au téléphone. Donc, on peut lui rendre un hommage. Quelqu'un qui vraiment est toujours à l'écoute de ce matos à réparer. Il faut à peu près, je crois, 25 000 interventions par an. Alors, on a eu aussi Laure Lacoste du CH de Dieppe qui nous a dit à propos du patient, parfois il y a un coup de cœur mutuel, une vraie communion et une équipe hyper fière. Et ça m'a permis de réaliser que le patient fait partie de la team hospitalier. Certains patients vont pousser les hospitaliers. Et donc, elle nous a fait ce témoignage assez touchant, évidemment, de cette patiente qui donc s'est fait... on a fabriqué donc une attelle spéciale pour elle. Et il y a tout un reportage que je vous invite à aller voir sur le podcast du CH de Dieppe, de Laure Lacoste, tout à fait émouvant sur cette patiente. Alors, nous avons eu Angèle aussi Rochereau-Bossard du CHU de Saint-Étienne qui nous a dit certaines prises en charge résonnent plus avec ce qui se passe avec votre famille et à ce moment-là, et c'est là qu'on a besoin de l'équipe. Elle nous parlait de son parcours. Elle a eu un long parcours dans le monde hospitalier. Quand elle était infirmière et qu'elle a débuté, elle m'expliquait que parfois, d'un simple regard, d'une infirmière à une autre, on sait que notre collègue est en difficulté, juste par le regard, et on va intervenir. C'est ça aussi l'esprit team hospitalier. On parlait de trajectoire, on a pas mal parlé hier aussi des possibilités de carrière dans le monde hospitalier. Et Angèle, encore une fois, nous a dit jamais je n'aurais imaginé faire un parcours comme ça. Alors, je ne vais pas vous raconter tout son parcours, mais parfois les slides sont pas mal pour faire des résumés. Voilà, elle a fait 3 écoles, combien de services, une douzaine de services. Elle a travaillé avec des centaines d'hospitaliers. Voilà, donc sachez s'il y en a certains parmi vous qui stagnent un petit peu dans leur carrière ou souhaitent changer de vie. Il y a des carrières possibles dans le monde hospitalier. Trajectoire encore, on a eu... Malheureusement, Clarisse Roussen n'est pas venue hier, c'est notre Instagrammeuse. Je vous invite à suivre son compte Instagram si vous vous intéressez aux infirmiers en pratique avancée, les IPA.
Son compte Instagram s'appelle IPA Souci. Il n'y a pas de souci. Vous comprenez la blague? Et elle nous a dit, donc elle est devenue IPA il y a quelques années. Et c'est là que j'ai découvert ce mot un peu bavard, IPA. C'est ce que je cherchais, pas pour quitter le soin, mais pour mieux y entrer. Trajectoire encore, nous avons eu Jessica. Est-ce que Jessica est ici? Oui, Jessica, je te cite. Jessica nous a raconté qu'elle n'avait pas du tout prévu de travailler dans l'administration publique, ni dans la fonction publique hospitalière. Elle avait dit non, surtout pas, mais je vais quand même faire un petit stage pour aller voir. Elle a fait son stage et au bout d'à peu près 2 heures, Jessica, elle s'est fait totalement percuter. Voilà, c'est le sens qui est venu la chercher. Et du coup, aujourd'hui, c'est une future directrice d'hôpital. On peut la remercier d'ailleurs, Jessica. Voilà, encore Angèle, je cite pas mal Angèle, parce que bon, elle est dans la communication, donc elle communique bien. Pour rester en contact avec les patients et ne pas disparaître dans les procédures administratives, il y a le rituel du self, c'est une manière de prendre le pouls. Oui, c'est revenu chez pas mal d'hospitaliers. Est-ce qu'on veut devenir cadre? Enfin voilà, ceux qui veulent devenir cadre, voilà, ont peur, certains d'entre eux ont peur de s'éloigner des patients, ont peur de s'éloigner du soin. Et donc, il y a des rituels pour ne pas s'éloigner du soin, c'est la cafette, c'est la pause déjeuner. La fibre hospitalière, c'est quoi? J'ai demandé à Rachida, c'est cet engagement constant à prendre soin, une motivation et une rigueur, assurer la sécurité et la continuité des soins 24 heures sur 24. Vous le savez tous, le principe de continuité des soins. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce verbatim? Parce qu'on parle du temps. Et le rapport au temps dans le monde hospitalier est assez particulier. Et j'ai constaté chez beaucoup d'hospitaliers et d'hospitalières que on cherche les moments un peu plus longs qu'on va pouvoir avoir avec les patients. Par exemple, Bénédicte nous a dit, quand on donne un médicament, on va rester 5 minutes. Mais quand on fait un pansement technique, c'est un moment privilégié où on a le temps de parler avec le patient. Voilà, donc ça, c'est ce que beaucoup d'hospitaliers recherchent, ces temps un peu plus longs. On a aussi cette infirmière du CH de Dieppe qui nous a dit « Je me suis découvert une vocation sur les soins palliatifs parce que c'est la demande du temps et de l'écoute. C'est un temps long dans un service où il n'y a pas trop de temps. Le temps, le temps, le temps. » Enfin, un dernier témoignage de Jean-François Coquille, notre IPA qui était là hier. En tant qu'IPA, on propose une prise en charge globale. Cela passe par des temps de conversation plus longs pour questionner la qualité de vie. Voilà. Et enfin, nous avons Corinne qui nous a parlé. Alors moi, je suis spécialisé en syndrome de l'imposteur. C'est quelque chose qu'on trouve beaucoup en entreprise. Voilà. Dès que les gens ne rigolent pas, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Donc ça m'attaque souvent. Mais j'ai découvert un autre syndrome qui est le syndrome du glissement. Je ne sais pas si vous connaissez le syndrome du glissement. Voilà. Donc Zénab connaît le syndrome du glissement. En fait, le syndrome du glissement, c'est quand en fait petit à petit on lâche un peu prise. Alors le lâcher prise, c'est très très à la mode. Hein, il faut lâcher prise, etc. Mais il ne faut pas trop lâcher prise. Hein, donc elle a sorti cette phrase que j'aime beaucoup. Le lâcher prise, c'est comme le cholestérol. Il y a le bon et le mauvais. Donc attention au syndrome du glissement chez les patients, mais aussi chez les soignants. Voilà, c'était mon petit débrief sur les conversations. C'est sympa, on est tous ensemble. On passe un bon moment. Merci. Alors voilà, j'avais un petit insight sympa aussi que je voulais partager avec vous. Moi, j'ai réalisé en fait qu'il y avait... Enfin, je ne savais pas qu'il y avait autant de services dans le monde hospitalier. Alors j'ai demandé à une IA avec qui je travaille de me faire un petit schéma, parce que finalement, tous ces services, c'est un peu comme des villages. Hein. Il y a plein de villages. C'est une ville, mais en fait, ce n'est pas une ville. Pour moi, c'est une région, le monde hospitalier. Il y a tellement de villages. Donc j'ai demandé à l'IA, fais-moi... Alors l'IA... ce qui est toujours tout à fait rassurant, fait énormément de fautes d'orthographe. C'est ceci le 10e essai que je fais. Mais voilà, c'était pour nous rassurer tous, l'IA n'est pas si intelligente que ça. Mais en tout cas, l'image était sympa. Et surtout, parce qu'il y a beaucoup plus de services que ça, surtout que parfois, on croit qu'on est arrivé dans le service. Par exemple, on arrive dans le village chirurgie, mais en fait, on n'est pas arrivé tout à fait au bout. Parce qu'on rentre dans le village chirurgie et il y a encore pas mal de maisons. Voilà, donc c'est assez impressionnant de voir la créativité que peuvent avoir les humains pour être malade et tous les services qui en découlent. Franchement, on est incroyablement complexe. Alors, j'ai dégagé des sociotypes aussi, c'est mon passé de consultant dans le marketing, pour mieux comprendre ce monde hospitalier, pour mieux le résumer. Et donc, voici, je vous présente Sonia Ducœur. Alors, Sonia Ducœur est une infirmière. Son nom scientifique de cette espèce est Infirma multitascus epuisabilis. Âge émotionnel de Sonia, elle a 30 ans à 9h, 17 ans à la pause café, 78 ans à 20h. Son rêve le plus ouf, c'est exercer son métier sans chronomètre ni logiciel. Ses 5 comportements types,
déjeune à 15h12 en télétransmettant via un logiciel qui plante, fonce sans courir, interdiction de courir, dit des choses dures avec des mots doux, grand savoir-faire, croise ses collègues sans leur causer, et enfin connaît les antécédents des patients, mais oublie son stylo. Voilà. Et enfin, ses compétences, l'empathie, l'humour noir, gros niveau en humour noir, hein, les infirmières. La contemplation, c'est pas trop son truc. Et enfin, cacher ses doutes, aussi une grande expertise. Chez Sonia, sa phrase type, quand le service est calme, je me dis toujours, oh pétard, ça va bientôt péter. Deuxième sociotype important, il s'appelle Jackie Vulnérable. Jackie Vulnérable, c'est un patient. Son nom scientifique, c'est Patientus rallus ultraconnectus. Jackie, âge émotionnel 60 ans à l'état civil, mais 12 ans quand il n'a pas son plateau repas. Son rêve le plus ouf, c'est quitter l'hôpital mieux qu'en entrant. Ces 5 comportements types, on va retrouver, pose la même question à 4 soignants différents pour comparer. S'inquiète des alarmes, des petits bips des autres. Hein. Copine avec tout le monde sauf l'interne. Finit pas son assiette et interroge discrètement l'aide-soignante pour lorsqu'il a rien compris. Voilà. Et donc, ses compétences, c'est le zen, on va dire, malgré lui. Hein. Smartphone, hein, très très fort sur le smartphone. Résilience, pareil, c'est mitigé. Et puis, télécommande, très fort en télécommande. Sa phrase type, c'est vivre avec un inconnu en slip à 1m50 de mon lit, c'est possible si tu n'as pas le choix. Voilà. Voilà, c'était pour mes sociologues. J'enchaîne, on garde le rythme. Alors, j'ai fait un peu d'errance sur les réseaux sociaux pour trouver des petits insights sympathiques hein, qui témoignent de la vie des hospitaliers. J'ai trouvé celui-ci, je crois que c'est grâce à la MACF. Merci d'avoir su apaiser mes douleurs sans même dire un mot. C'est Jeanne qui témoigne, une patiente qui témoigne. Et ce qui est intéressant, c'est évidemment le commentaire là-haut. Quadruple cœur à tout, même à Cruella du CHU de Besançon. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a des gens qui sont connectés avec le CHU de Besançon, mais visiblement, il y a une Cruella. On n'en saura pas plus. On peut en parler après s'il y a des gens qui ont des insights. Alors, celui-ci était intéressant aussi. Être infirmière, c'est aussi maîtriser l'art de finir un repas en 3 minutes chrono. Voilà, et donc j'ai bien aimé moi ce petit commentaire ici. Moi, je vais avec mon Tupperware dans la chambre des patients pour leur montrer qu'on ne vit pas de photosynthèse. Voilà. Un peu de poésie dans les comments, c'est sympa. On remarque aussi que les ambulanciers aussi, on n'en parle pas beaucoup, les ambulanciers aussi ont visiblement du mal à déjeuner. Enfin, on avait celle-ci, alors je ne peux pas vous montrer la vidéo, c'est un peu compliqué. Globalement, les infirmières perdent beaucoup les choses de leur poche. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que sur ce salon, je les ai rencontrés hier, il y a des gens qui vendent des tenues pour infirmières avec des poches. Voilà, je fais un peu de placement produit, oui, ouais, bref. Le vêtement médical, voilà. Tout ça pour dire qu'il y a du matos technique qui arrive aussi pour le monde hospitalier. Et donc, ce petit commentaire, c'était quoi? C'est pas pour rien que j'ai inventé la pochette à crayon aimanté. Fini les chutes de stylo. Voilà. C'est pour parler un peu des petits irritants de la vie, un peu des infirmières. Enfin, pour ou contre les Crocs à l'hôpital? Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Je lance le débat. Apparemment, il y a des team Crocs, team basket. Voilà. Donc, je vois qu'il y a des gens qui notent de la tête. Tout le monde doit avoir son petit avis. En tout cas, voilà, je lance le débat et je n'apporte pas de réponse. C'est ça aussi mon métier de consultant. Alors, et enfin, il y avait celui-ci qui m'a rappelé ma vie de bureau classique, finalement. C'est un peu partout pareil. Fin de la journée, tu es au bout de ta vie, mais... Oh, d'ailleurs, tu ne sais pas ce que Stéphane a fait? En fait, voilà, les petits commérages entre services, entre collègues, c'est toujours intéressant, quel que soit le milieu, je crois. Voilà. Alors, je voulais faire un peu d'analyse un peu morpho-psychologique aussi sur quelques photos que j'ai pu collecter, un peu sur le salon. C'est important d'analyser les rituels un peu de ce monde hospitalier. Donc ça, c'est un rituel assez important, n'est-ce pas, Zénab? Donc, on sort le métier, hein, on le tient d'une main, le ruban, parce qu'on est tranquille. On est tranquille. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est ici cette capacité à bien tenir le ruban. On sent qu'on est aux manettes, voilà, on tient bien le ruban. Et je ne sais pas si ça joue un peu au niveau du coude par rapport à la paire de ciseaux. Mais en tout cas, c'est intéressant. Tout le monde a du savoir-faire, on sent que c'est maîtrisé. On est tout à fait dans la maîtrise. Ce qui va être intéressant, c'est de noter la différence, peut-être le changement un peu de mine ici d'Arnaud, parce qu'il est comme ça. Et puis en fait, il y a une photo après où il est comme ça. Et je sais pas, je crois que c'est juste pour un petit problème logistique d'organisation. Mais comme c'est quelqu'un qui a la tête à tout, voilà, il a un petit changement de mine. Et ce qui est
le grand winner de cette photo, c'est quand même lui. Il a quand même réussi à bien se placer, hein, avec un petit photomontage. On pourrait presque lui mettre la main sur le ruban. Voilà, et donc il y a eu la visite de Brigitte qui est venue. Alors c'était intéressant, j'ai eu une série de photos comme ça qui montrent qu'on peut être super bien entouré et parfois chercher un petit peu sa voie. Donc il y a eu pas mal, je crois, de questionnements autour de ce qui pouvait ressembler comme un plan. En fait, c'est pas un plan. Voilà, donc ça débattait sur où est-ce qu'il fallait aller. Donc il y avait débat, s'en est suivi une conversation. Je crois qu'à un moment, Brigitte, quand même, avait l'impression quand même d'être un petit peu perdue. Mais tout ça, c'est très bien terminé dans la bonne ambiance. Voilà, c'était sympa, merci. Et alors moi, j'ai bien aimé cette photo aussi parce que le rituel de la poignée de main qui est important. Et je me suis dit, alors, le sourire impeccable, on est dans la convivialité, on est dans l'accueil. Mais je n'aimerais pas être à la place de cette main, ici, car il va y avoir un choix à faire entre ces deux mains. Est-ce que... voilà. Donc voilà, c'était... Voilà. Si quelqu'un a des infos sur comment ça s'est passé, mais bon, visiblement, la personne ici à droite a l'air tout à fait détendue, donc tout s'est bien passé. Voici. Alors, je voulais finir mon show en parlant du langage corporate. C'est une de mes passions, le langage corporate. Et évidemment... Dans le monde hospitalier, il y a plusieurs langages qui se percutent. Il y a le langage du monde médical et puis il y a un peu la novlangue managériale qui arrive aussi, comme partout, qui s'insère un peu dans le monde hospitalier. Alors moi, je suis passionné du langage corporate. Je collectionne les phrases entendues en open space. Donc j'en ai quelques-unes que je voulais partager avec vous. Par exemple, celle-ci. Ce que j'apprends en ce moment, c'est à envoyer de la love et de la win à l'équipe. Voilà. Je trouve que ça met un peu de poésie, c'est sympa. Celle-ci, en améliorant la QVT grâce au CHO, on réduit les RPS. Voilà. Alors, QVT, qualité de vie au travail, vous connaissez. CHO, alors c'est peut-être pas encore arrivé, c'est les Chief Happiness Officers. Ce sont les directeurs du bonheur. Ce sont des gens qui recrutent des gens pour être heureux. Et s'ils ne sont pas assez heureux, ils leur proposent de nouveaux challenges dans le cadre d'un licenciement. Voilà. Donc, c'est un poste spécifique à la Startup Nation. Voilà. Et enfin, il y a celui-ci que j'aime beaucoup. Maintenant que j'ai compris que la co-construction, c'était d'être d'accord avec lui, ça va beaucoup mieux. Donc tout ceci est authentique, je les collecte. Alors, je vais juste pour dire, parce que j'aime bien décoder le langage corporate. Il y a quoi dans le langage corporate? Il y a différentes composantes. Il y a les jargons et les acronymes. Ça s'appelle le langage d'initié. C'est un bon quart du langage corporate. Et donc c'est assez pratique parce que ça permet de se reconnaître entre professionnels, donc d'aller plus vite. Ça va permettre également d'exclure les stagiaires. Et ça va permettre aussi de diffuser des malentendus. Donc ça, c'est très intéressant. Donc moi, je collectionne les malentendus entendus en open space. Par exemple, celui-ci, je l'aime beaucoup, collectionné chez BNP Paribas. Une réunion 121, je pensais que c'était une salle de réunion. En fait, c'était un one-to-one. Voilà, donc là, on parle quand même d'un manager qui a fait le tour des bureaux pendant toute une matinée. Au prix où ils sont payés, ça fait quand même un petit peu cher le malentendu. Celui-ci, dans le monde de l'e-commerce, qu'est-ce qu'on fait à propos des FDP? Les FDP sont les frais de port. Voilà. Mais il y a eu un petit flottement au CODIR quand même, car ça peut être interprété de ci, de là. Alors celui-ci, donc, je l'ai collecté donc, dans le monde hospitalier grâce à Hélène Vulzer, notre psychiatre qui a témoigné hier, qui m'a dit « Je crois que vous n'avez rien compris à la DAF ». Alors à la DAF, on pourrait croire que c'est la direction administrative et financière. Et en fait, c'est la dotation annuelle de fonctionnement. Voilà, je vois qu'elle est collectée. Donc petit malentendu chez Hélène qui a un peu flotté dans la réunion. Donc, voilà, ce qui l'a mis en difficulté. Enfin, elle est tout à fait retombée sur ses pieds. Elle m'en a donné un autre. Elle m'a dit, moi, je ne comprenais pas comment on pouvait mesurer un TR. Alors, évidemment, TR, voilà. Touche rectal, bien sûr. Mais en fait, il s'agissait d'un temps de réaction. Voilà. Alors, je ne sais pas dans quel côté du TR vous vous trouvez, mais voilà. Il faut faire attention à ces petits acronymes qui peuvent générer des malentendus. Et puis, alors, on a le Globish. Le Globish, c'est le Global English. C'est un corpus de mots en anglais qui permettent de faire du business à l'international en France. Voilà. Et du coup, c'est très bien et ça donne une image de performance, un peu à l'américaine. Donc, par exemple, il vaut mieux être débordé que... Non, il vaut mieux être overbooké que débordé. Quand on est débordé, on est mal organisé. Quand on est overbooké, on est très demandé. Il vaut mieux proposer une next step qu'une prochaine étape. Prochaine étape, il y a un côté Tour de France un peu lourdingue, là, Justin Brideau et tout. Next step, ça pulse. Voilà, il vaut mieux voilà. Je ne sais pas s'il y en a qui font des siestes. Je ne sais pas s'il y a des salles de sieste maintenant dans les hôpitaux, peut-être. Alors, c'est mieux de dire à son N+1, on ne va pas dire à son N+1, je vais faire dodo. C'est old school. On va dire, j'ai fait un power nap.
on dort pas, on se régénère. Voilà, donc ça c'est beaucoup mieux. Voilà, donc ça c'est ça le Globish, pas mal de mots anglais qui sont là. Donc il y a les emojis, il y a juste un petit mot sur le français muté. Français muté, c'est des mots en français qui existent depuis très longtemps et puis qui ont changé de sens avec le temps. Comme par exemple, agilité, l'agile. Hein. Avant, c'était les chats qui étaient agiles. On les jetait en l'air et ils retombaient sur leurs pattes. Aujourd'hui, c'est les collaborateurs. Tu les jettes en l'air, ils retombent dans une visio. Voilà, l'agilité, c'est très, très, très plié. C'est comme rebondir aussi. Il y a énormément de gens qui rebondissent en entreprise. Ils rebondissent. Enfin, et les salles de réunion, c'est devenu des trampolines. Je rebondis sur ce que tu dis. Ou revenir aussi. Je reviens vers toi. Énormément de gens qui reviennent vers. J'ai même une fois entendu, Marie, tu rigoles, mais j'ai entendu une fois se revenir. Je te reviens. Les gens se reviennent. Je te reviens. Hein. Alors, les gens qui reviennent vers vous sont des gens qui, en général, ne savent pas où ils vont. Il faut quand même le savoir. Il faut savoir décoder tout ça. Alors, je voudrais qu'on enchaîne sur une petite partie un peu interactive. Parce que ce qui est important, on ne va pas éliminer le langage corporate. Il faut vivre avec. C'est quand même parfois assez pratique. Il faut juste développer sa pleine conscience du langage corporate. Donc, c'est important de parfois traduire le non corporate en corporate. Ça nous permet de comprendre les intentions derrière. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui vous dit « je t'ordonne », ça ne se dit pas. On ne dit pas « je t'ordonne » en entreprise. On dit « n'hésite pas ». C'est beaucoup mieux. On ne va pas dire « lâchez-moi », c'est pareil, c'est trop direct. Lâchez-moi, c'est du parler vrai, ça ne marche pas. On dit « je reste à votre disposition ». Je ne sais pas où je vais, ne se dit pas. Je vais te donner un tip tout à l'heure, c'est « je reviens vers toi ». Voilà, beaucoup mieux. Et c'est tellement simple que tu peux le faire. Je ne sais pas si vous connaissez ça dans le monde hospitalier. Ça s'appelle un quick win. Voilà, un petit quick win. Globalement, il n'y a pas besoin d'être une vedette. Hein. Le petit quick win, on va aller chercher facilement. C'est le bordel, ça ne se dit pas, c'est trop vulgaire. On dit, il n'y a pas de journée type. Hein, il n'y a pas de journée type. Donc, j'imagine que ça doit s'employer un petit peu dans le monde hospitalier. Je ne suis pas sûr de moi. Je parle sous ton contrôle. Qui est une bonne façon de réveiller la personne en face. Hein. J'ai toujours pas fini, c'est dans le pipe, hein, n'hésitez pas, il y a plein de places dans le pipe, on peut mettre plein de choses dans le pipe. Et au cas où tu aurais de la merde dans les yeux, comme précisé dans mon dernier mail. J'en ai une petite dernière pour vous. Bouge ton cul, sors de ta zone de confort. Fais le boulot de Didier, sois force de proposition. Hein. Mais t'as rien foutu ou quoi? C'est quoi ton input? Et enfin, t'es con ou quoi? Sauf erreur de ma part. Un grand classique. Un grand classique. Merci. Alors j'ai essayé d'en faire. Merci, j'ai essayé d'en faire sur le monde hospitalier. Donc voilà, j'ai fait l'exercice. Il faut faire la même chose avec moins et plus vite. Nous devons améliorer l'efficience du service. On va passer plus de temps à cocher les cases qu'à soigner les gens. Nous devons nous aligner sur les indicateurs de performance de l'ARS. Certification. Et quand est-ce qu'il sort, lui? Je vais pouvoir faire du séjour. Voilà. Non, moi, il y a cette question auquel on n'a jamais répondu. Et moi, j'aurais bien aimé qu'on me donne la réponse. Comment est-ce qu'il faut signer ces mails? Est-ce qu'il faut signer par cordialement ou par bien à vous? Une grosse question. On ne sait pas, on ne nous a jamais dit. Alors, est-ce que vous savez d'où ça vient cordialement? Cœur? Oui, tout à fait. Cordialement, ça vient du latin, cordialis, qui veut dire du fond du cœur. En fait, ça date du Moyen-Âge. À l'époque, on envoyait 4 ou 5 lettres par an au Moyen-Âge. Et les lettres mettaient tellement de temps à arriver qu'on pouvait mourir avant. Donc en fait, cordialement, ça veut dire je t'aime du fond du cœur, même si t'es mort. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, ça a perdu un peu de son sens, parce qu'aujourd'hui, on envoie jusqu'à 500 cordialement par semaine. On reçoit jusqu'à 500 cordialement par semaine par des gens qui sont encore en vie. Et le pire, c'est que souvent, on reçoit le cordialement CDT. La cordialité en slip. Je t'aime du fond du cœur, mais je n'ai pas le temps de te le mettre en 12 lettres. Voilà, donc ça a perdu de son sens. Et donc, depuis quelques années, il y a le bien à vous qui s'est beaucoup développé. Mais je préfère être franc avec vous. Je préfère être bien à moi que bien à vous. Et je préfère que vous soyez bien à vous que bien à moi. Parce qu'on ne sait pas trop ce que ça veut dire, bien à vous. Est-ce que ça veut dire je suis bien à vous? Non, je suis à vous, je vous appartiens. Non, je suis à vous, faites-vous plaisir, je suis à vous. De toute façon, je ne suis pas à moi, je suis à vous. Ou alors, est-ce que ça veut dire je suis bien à vous? Mais qu'est-ce que je suis bien à vous? Je ne pensais pas me sentir aussi bien en me mettant à vous. Là, ce rapport de soumission-domination, je vais me pouetter dans la zone de convivialité. On ne sait pas.
Donc, ce que je propose, c'est que chacun reste bien à soi. Hein. Moi, bien à vous. Moi, je reste bien à moi. Vous restez bien à vous. C'est peut-être plus simple. Alors, se sont beaucoup développés, évidemment, d'autres alternatives. Hein. Le Belle Journée, qui part d'une bonne intention. Belle Journée, c'est beaucoup développé depuis quelques années. Mais le problème du Belle Journée, c'est quand tu le reçois au milieu d'une journée de merde. C'est pas trop empathique. Voilà, donc le Belle Journée, moi, je pratique pas beaucoup. Je pratique pas mal le à bientôt, qui est assez pratique. Quand il n'est pas prévu que vous voyez la personne, mais que vous voulez mettre un petit coup de pression. À bientôt, ce qui veut dire, en fait, à bientôt, t'as pas intérêt à m'oublier, gros bâtard. C'est l'intention cachée. C'est comme le merci d'avance. Merci d'avance. Merci d'avance de faire exactement ce que je viens de te demander de faire. Voilà, en tout cas, moi, ce que je pratique beaucoup, c'est on reste en contact, parce que le reste en contact, ça n'engage à rien, mais ça mène à tout. Merci beaucoup. Merci. Voilà, donc on peut rester en contact sur les réseaux sociaux et puis on va envoyer juste une petite musique de Team Hospitalier. Je vais remercier évidemment votre confiance d'avoir rencontré ces hospitaliers hier. Vous pouvez les retrouver en vidéo, bien sûr, bientôt. Et on va se remettre une petite musique. Team Hospitalier, on la rejoint ou on la soutient. Team Hospitalier, on la rejoint ou on la soutient. Merci.